Ce qui suit est un récit d'aventure. J'ai presque tout lu dans le genre. Moitessier, Tabarly, Bonatti, De Maisons, Tesson, tous ceux qui ont repoussé les limites, tutoyé les extrêmes. Je les ai admirés, puis enviés et enfin jalousés. Puis, arrivé au sommet du Mont Blanc, apaisé par l'âge, j'ai découvert que l'aventure, ce n'était pas seulement risquer sa peau, partir aux antipodes ou dans des contrées inconnues, ou faire ce que personne n'avait encore jamais imaginé. L'aventure commence quand le quotidien s'arrête. Rechercher l'imprévu, la rencontre, ouvrir les yeux, aller vers l'autre, c'est cela être un aventurier. Une messe au pied du Cervin, les bouquetins ou pas, l'apéro au bar Mignon, le spritz entre amis, la poudreuse à Tchervigna, pêcher la truite en raquette, refaire le monde à l'hôtel Zerbion, récolter le miel du petit monde, philosopher avec Nello. Alors c'est un récit d'aventure, comme son nom l'indique. C'est bien ce que vous avez vu. Non, là c'est vraiment un résumé de mes petites aventures, mais c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Parce qu'après j'ai réfléchi comment j'avais démarré ce manuscrit, et je crois que c'est un jour où je suis rentré de pêche en raquette avec mon fils. On est partis tous les deux dans un petit vallon, et moi je me suis assis, j'ai regardé pêcher, on était avec des raquettes, et moitié neige, moitié le torrent qui coulait. Il a pris quelques truites, et moi je le regardais, et je me disais, et on a vu personne d'autre dans la journée, je me suis dit, mais ça c'est une aventure exceptionnelle. Et après j'ai réfléchi à ce que j'avais fait auparavant, alors j'ai jamais été un grand montagnard, mais bon, j'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait quelques sommets un peu hauts, mais pas techniques. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est bien la peine d'aller prendre des risques? Est-ce que c'est bien la peine d'aller encore plus haut, toujours plus loin? Et je me suis rendu compte que cette journée-là, ça avait été une journée magique, avec mon fils, à 1 heure du chalet. Et en rentrant, je me suis dit, il faut que je me souvienne de ça. Et les photos, c'est bien, mais sinon, il y a des détails qui ne sont pas sur la photo, il faut que j'écrive ça. Et j'ai écrit cette première sortie. Mais c'était vraiment très égoïste, c'était pour moi. Et j'ai gardé ça pour moi. Et puis, une deuxième fois, on est parti en raquette, et avec des amis, on était 4 ou 5, et c'est pareil. C'était une journée incroyable, et ça aussi, il faut que je le conserve. On avait fait de belles photos, mais ça ne me suffisait pas. Et puis, ça s'est accumulé, et je me suis dit, on a vécu des aventures formidables. Et depuis, je me dis, c'est là où ça a vraiment démarré, je pense. Je me dis, aller faire la Pologne chez Maria, c'est une aventure, c'est une vraie aventure. Mais tout commence quand même parce qu'il y a une maison. Oui. Alors, je vais dire un peu. Nous avions une maison à Étirolles. Difficile d'y croire. Difficile de trouver le sommeil tellement cela paraissait lointain et improbable. Trop de l'autre côté du Mont Blanc, trop de ruines, trop de notaires, trop de travaux, et puis les cousins Valdetin qui s'y mettent, Anne et les enfants qui y croient, et la chance aussi. Un grand chalet abandonné. Pierra d'accord pour vendre, Liam et Livio qui savent tout faire, Jérôme qui s'occupe des carrelages, des planches, de mélèzes, et tout, on n'avait plus le choix. Le toit a récupéré toutes ses lauses et sa cheminée surmontée d'un petit cairn. Les chéneaux de cuivre se remplissent de nouveau de la pluie et de la fonte des neiges. Les mélèzes sont transformés en planchers, en portes et en fenêtres qui ferment enfin. L'escalier de pierre a retrouvé le balcon. C'est fait. Je vois les mêmes étoiles que mon grand-père il y a un siècle. Je le vois partir de ce hameau de Val-Tournanche avec quelques hommes du village. J'imagine le chemin, la montée à Alpes-Château avec leurs vaches qui les accompagnent du regard, puis les rochers et le col de Fort au pied de la Punta Zan. Il n'y a pas encore le Bivaco Rivolta pour faire une pause. La descente sur Tchervigna, l'interminable ascension du col Saint-Théodule sur la droite du Cervin, cache-cache avec les carabiniers, puis se laisser glisser jusqu'à Zermatt, pas trop vite, avec dans les sacs et sur le mulet, le muscat de Chambave, de l'or pour les Suisses qui s'y connaissent. Et au retour, le vin changé en sel et en tabac, mais toujours aussi lourd et toujours aussi dangereux. Ne pas se faire prendre, ne pas se tuer sur ce dernier névé, ne pas geler dans la tempête qu'on n'attendait pas, et à l'arrivée, pas de fanfare, ni médaille, ni embrassade, un simple soupir et un discret sourire sur le visage des mères anciennes et des autres femmes. Juste content d'être passé au travers. Il fallait le faire, et ils le referont. Il faut vivre. Elles ont retrouvé leur homme, cette fois encore.
Donc il y a une histoire. Hein, oui, c'est l'histoire de mon grand-père qui habitait ce hameau où on a restauré un chalet avec les cousins. Et ce grand-père était contrebandier, effectivement, il emmenait le muscat de Chambol sur la Suisse. Alors ça, c'était vraiment des véritables aventuriers, mais des aventuriers pour vivre, pour pouvoir vivre de son travail. Et on a souvent regardé ce chemin qui allait sur la Suisse, et on a fait ça à skier par la suite, et après c'est pour ça que ça m'a fait évoquer d'autres histoires. Mais effectivement, ce qui a été formidable, c'est de restaurer ce chalet où habitait mon grand-père. Et je pense que vraiment j'ai des véritables racines là-bas. C'est pas à rajouter de dire que quand je me rapproche de Tornion, ça va de mieux en mieux. Et plus je m'élève et mieux je suis. Donc cette maison, c'est le début de l'aventure aussi. C'est le début de l'aventure. On connaissait ce hameau depuis longtemps, mais depuis 10 ans, on a restauré ce chalet. C'est là où vraiment les aventures ont commencé. Avant, c'était les aventures en touriste. Et, en pointillé, quand même. Oui, en pointillé, et vraiment, oui, j'étais pas de là-bas. Maintenant, j'ai un peu l'impression. Ce que j'adore, c'est quand on skie ou quand on randonne, et les gens me disent mais vous habitez où? Mais moi, je suis d'ici. En fait, c'est plein de petits moments de bonheur dans votre livre, qui sont liés au paysage, mais aussi aux vraies aventures que vous allez vivre, mais vous vous contentez de pas grand-chose finalement. Comme là, une large bande d'acier blanc barre le plancher fait d'épaisses lattes de mélèze. Elle monte sur le dossier de la chaise, percée d'un cœur comme on le fait ici, avant d'attaquer la table. Les petits lutins rouges de la toile cirée se prennent à skier comme animés par ce phare mat qui vient de la fenêtre. Certains glissent sous mon sac à dos qui se tient debout bien droit sur la table. Elle continue en se cassant encore une fois sur le mur blanchi à la chaux, une grande écharpe blanche tendue de haut en bas. Et brutalement, arrivée au plafond, elle s'arrête net, comme si elle passait derrière un ciel préparé pour l'orage. Le reste de la pièce ne s'est pas encore réveillé, restant dans la pénombre de chaque côté de ce chemin lumineux. Les bras croisés derrière la tête, je ne dors plus, mais je suis bien. Je suis bien car la lune entre dans la pièce et donc demain, c'est grand beau. Je suis bien car je vois mon sac sur la table et donc demain, c'est rando. Je suis bien car la maison est pleine et que demain, eux aussi vont voir ça. Mais je ne suis pas pressée d'être demain. Au contraire, on a tout le temps. Demain, on va à Giliare. Autrefois, la patience du matin avant de partir en montagne, un mélange d'excitation pimentée de juste ce qu'il faut d'inquiétude, de fourmis dans les jambes, de scénarios dans la tête, d'incertitude, d'inconnu, de découverte à faire. Tous les ingrédients qui me faisaient aller là-haut. Désormais, ma montagne est moins haute et moins raide. Celle-ci, je la connais par cœur, chaque pas, chaque rocher, chaque alpage. Le bonheur est le même, mais je le tiens déjà là, dans mon lit, bien avant de partir, alors qu'avant je ne le touchais qu'au sommet. Très intense, mais trop bref, trop fugace. Comme si tout juste atteint, il me fallait déjà une autre cime. C'est fini. Avant j'étais vent, maintenant je suis pierre. Un peu. Déjà dans les lacets qui mènent au chalet, je suis heureux. Ça, c'était très facile à écrire, parce que quand je l'entends comme ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'étais dans mon lit, les bras derrière la tête, et je me disais, mais... J'ai trouvé après que atteindre un sommet et être sûr d'y arriver, c'était formidable comme ça. Avant, c'était plutôt l'inverse, c'était atteindre un sommet. Est-ce que vraiment on va y arriver? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que j'ai la technique? Est-ce que le temps va être bon, etc. Et ça fait en fait plein d'inquiétudes, plein d'angoisse, etc. Et je me suis dit qu'en fait, un sommet qu'on a déjà atteint 1000 fois et qu'on va atteindre le lendemain, et ben on peut le savourer quand on est dans son lit. Et surtout, je me suis rendu compte en faisant quelques marathons que beaucoup de copains, quand ils avaient fait un marathon, il fallait faire un 100 km. Et puis quand on avait fait un 100 km, il fallait faire la transdiagonale des fous. Et après, il fallait faire le tour du Mont Blanc, et éventuellement 2 fois, parce qu'une fois par jour. Et je me suis dit, tout le monde fait. L'aventure, elle peut se vivre avec un sommet qu'on a fait 1000 fois, et je suis parti. Mais là, Anne, qui est devenue Anna en Italie, vous verrez dans le livre, et c'est Anne qui m'a transformé, mon épouse, et Anne, elle a un comportement avec la montagne que je voudrais avoir, mais elle m'a un petit peu donné. Anne est capable de partir, de prendre son sac à dos, de monter, mais elle ne sait pas jusqu'où. Et ça, je trouve, c'est la montagne, mais c'est la montagne formidable, c'est-à-dire que quand elle en a assez, elle redescend, nous voilà. Et ça, c'est la montagne que je vis maintenant. Et puis, voilà.
Ils ont repeint le Cervin cette nuit. Hier, teint gris et rides creusées avec ce ciel de neige, la tête des mauvais jours cachée dans les nuages. Les regards lévitaient de peur de le gêner. Ce matin, il n'y a Dieu que pour lui. Mur blanc et voûte bleue, peinture ou plâtre ou stuc à l'italienne, tellement il y a de la matière. Le granit changé en une nuit en marbre de Carrare, taillé à l'emporte-pièce. Une immense bâche blanche tombe du sommet jusqu'à la base, bien fixée sur les arêtes. Disparus tous les détails et les imperfections. Le Cervin, le pic Tindal, le col du Lion, 3 triangles lisses, sobres, parfaits, alignés. Ils ont même repeint toutes les Alpes, une mer déchaînée de vagues pointues et acérées, blanches d'écume. La banquise qui a regelé après un redout, des blocs de glace dans tous les sens fixés par le froid. Par habitude, je cherche les 3 autres géants de la vallée d'Ost. Le mont Rose ne l'est plus, le mont Blanc ne l'a jamais autant été, et le grand paradis a perdu tous ses rochers. On commence par perdre aussi les skis en les posant dans la neige. Les chaussures disparaissent en chaussant les skis. La neige arrive aux genoux, la pente est raide, et on n'est pas au niveau. Mais on est les premiers. La piste est ouverte, pas de danger. La neige a l'air faite pour plonger dedans. C'est le jour ou jamais. 1 ou 2 virages indécis, timides, précautionneux, ça passe. Un plus pentu, un peu surpris, un peu plus vite, et en quelques secondes, on a compris. Sublimation, passage instantané de l'état solide à l'état gazeux. Aujourd'hui, fantastique alchimie. On sublime. La poudre s'élève sur notre passage sans jamais retomber. La neige s'évapore, on la respire à plein poumon. On vole. Un ski de l'esprit. Les jambes ne comptent pas, on vogue. De chaque côté de l'étrave, des gerbes blanches s'écartent à notre passage. On décolle. Aucun effort, apesanteur irréelle. Les skis sont des ailes. Ils font ce qu'ils veulent et on les laisse bien faire. L'alchimie, c'est ce qui transforme une journée habituelle ou une journée banale en journée exceptionnelle. Et c'est difficile à décrire ce qui fait ce mélange et ce qui fait apparaître une journée exceptionnelle. C'est difficile à décrire. Mais là, ceci, c'était une 3e journée où c'était très, très particulier. C'est un ski de piste tout banal, sur une piste toute banale, bien connue de tout le monde. Mais il y avait, je crois, l'association des gens qui étaient avec moi, que j'aimais, et qui m'aimaient, je crois. Le soleil particulier, la chute de neige dans la nuit, et on s'est retrouvés tout seul sur cette piste, et tout ça mélangé a fait une journée exceptionnelle. On pensait tous qu'on était les champions du monde de ski, parce qu'on n'avait jamais skié comme ça. Et ça aussi, c'était facile à écrire, parce que c'est vraiment ça, ce que j'ai vécu ce jour-là. On le ressent bien. Et par rapport au Cervin, on a beaucoup de chance en Vallée d'Ost, parce que vous, c'est compliqué, Chamonix. On ne sait jamais si c'est vraiment bien le Mont Blanc, si c'est pas celui d'à côté. Là-bas, on arrive, oui. Il y a une grosse pyramide qui bloque la vallée. On sait que c'est le Cervin, on ne se trompe pas. Et c'est vrai qu'il est magique, et quand on voit le soleil se lever, c'est vraiment ça, c'est la couleur qui dégouline dessus en fonction du soleil, est-ce qu'il a fait beau, est-ce qu'il fait très froid, pas très froid. Et le Cervin prend des images très différentes, mais on sait que c'est lui. Et il peut être blanc. On ne se trompe pas. Et il peut être complètement blanc, plâtré. Ah. Mais il y a aussi d'autres balades qui vous rendent très poétiques. Je vais continuer avec une autre. Au-dessus de nous, un immense alpage que les arbres entourent sans oser y rentrer. Et à partir d'ici, il n'y a toujours qu'une seule trace. Chaque fois, je me demande, mais qui la décide au début de l'hiver? Le premier qui passe? Quoi qu'il en soit, un artiste. Son dessin change chaque année et donc son sens. Pourquoi cette fois-ci a-t-il tracé un trait en plein milieu de la page alors que l'an dernier il avait fait comme un cadre en longeant la forêt de Mélèze? Pourquoi ce grand virage au milieu de la pente comme un point d'interrogation? Pourquoi s'être éloigné du torrent alors que l'an dernier son trait l'avait souligné? De l'art contemporain au pays des traditions. Une installation, comme ils disent dans les musées d'art moderne, quand l'œuvre éphémère est conçue pour un endroit donné. Y a-t-il plus pure installation que celle de ce poète des neiges? Plus éphémère, anonyme en plus. Quoi de plus à moins qu'il ait signé de ses raquettes dans un coin du tableau. Une seule trace, l'idéal. S'il n'y en a qu'une, c'est qu'elle mène à l'essentiel. Pas de doute possible, pas de question à se poser. Il suffit de la suivre pour trouver au bout ce que je cherche, peut-être depuis toujours. Une cordée sans être attachée. Pas besoin de corde dans cette montagne calme et prévisible. N'empêche, sans y penser, on se retrouve les uns derrière les autres, à égale distance. On écoute les raquettes dans la neige pour savoir si elles suivent.
On se retourne pour regarder les visages, pour voir si l'on ne va pas trop vite. On prend soin de l'autre. On se met à l'unisson pour arriver ensemble en haut. On est bien calé entre le compagnon de devant et celui qui ferme la marche. Ici, pas de premier de cordée, ni de porteur d'eau. Pas de vainqueur, ni de dernier. Pas de course, au contraire, on est tellement bien, on pourrait ralentir pour faire durer. On retrouve les mélèzes en haut de l'alpage, une forêt d'arbres aux branches fines et d'un jaune tendre sans aiguille qui reviendront au printemps. L'artiste veut qu'on y pénètre. Son trait d'habitude si sûr d'un seul jet se fait plus hésitant. Un coup de crayon sur la droite pour tout de suite revenir dans une petite combe et monter tout droit dans la pente. Quelle idée! La neige tombe d'un mélèze sur la gauche en même temps que des branches au sol craquent. 2 petites cornes acérées, 2 yeux qui me regardent. Il y a encore de la neige sous le ventre. Le poil est épais, véritable fourrure. Le chevreuil était couché là, tout près. D'un bond, il décide de descendre puis s'arrête. On se connaît? Il n'est pas sûr. Alors il continue son chemin, mais sans peur. Dérangé, mais pas effrayé. Tant mieux. Nos regards se sont compris. Cette trace qui paraissait errer sans raison nous a amenés à cette rencontre, tout simplement. T'en faites beaucoup des rencontres, hein, dans le livre. Oui, je fais beaucoup de rencontres. Je suis assez... Enfin, dans la vie de tous les jours, je suis très un peu perdu. Et là, j'ai une sorte d'hyper-vigilance. C'est vrai que je regarde un petit peu tout ce qui peut m'intéresser, tout ce qui peut me fixer mon attention. Mais pour revenir à la trace, là aussi, c'est vraiment ce qui se passe. C'est que c'est compliqué quand il y a 1000 traces. Et là, on met son sac à dos, on commence à prendre un sentier. Là, c'est bon, on ne peut pas faire autrement. Et après, on arrive à un grand alpage, magnifique. Et là, on pourrait se dire, mais où est-ce que je vais aller? Mais on n'a pas besoin. Il y a une trace qui part toute seule. Et chaque année, elle est différente. Et vraiment, et chaque fois, je me dis, mais qui l'a fait? Qui est-ce qui commence? Et alors, bien sûr, on ne sait pas. Mais par contre, on la suit. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, tu fais toujours la même rando, Gilles Yaret, tu as dû aller 1000 fois à Iliade. 1000 fois à Iliade, mais je ne suis pas allé 1000 fois à Iliade. C'était 1000 chemins différents, 1000 personnes différentes qui m'accompagnaient, 1000 animaux différents qu'on a vus. Et cette trace qui nous a fait passer par 1000 chemins, alors qu'on aurait pu toujours faire le même chemin, c'est très curieux. Il me demande qui l'a fait. Et parmi les rencontres, il y en a d'autres aussi. Il y a les habitants du coin. La première chose que j'ai vue, ce sont ses cheveux gris, tirés en arrière en un petit chignon haut sur la tête. Signe d'indépendance, de caractère dans ce pays où toutes les femmes ont les cheveux frisés et ondulés par les bigoudis du samedi soir pour la messe du dimanche. Un petit visage ridé, un port noble et des yeux qui savent ce qu'ils veulent, mais qui sourient volontiers aussi si on en vaut la peine. Une femme minuscule, semblant frêle, fragile, mais qui rentre tout juste de faire les foins depuis le lever du soleil. Elle fait son 4 heures, mais on ne la dérange pas. Un grand bol blanc est posé devant elle. Elle le remplit à moitié de vin rouge et laisse tomber 2 sucres dedans, comme pour un café au lait. Elle prend la galette de pain dur qu'elle a fait l'an dernier. Elle en casse difficilement un morceau qu'elle gratte de son couteau au-dessus du bol. Et elle se sert d'une cuillère à soupe pour avaler tout ça sans en laisser une miette. Vous vous dites que ces paysans sont des rustres, toujours le vin. Mais elle n'est pas boulevard Saint-Germain à la terrasse d'un café à regarder passer le temps ou sa vie. Elle est au petit monde. C'est la saison des foins. Ce soir, il faudra arroser le jardin, ramasser la salade et les radis, rentrer et traire les vaches. Elle n'a pas fait de brunch à 11h30 et ce n'est pas un thé Earl Grey, un nuage de lait et une pilule d'aspartame qui vont la faire tenir. La soupe de l'âne, c'est pour tenir le coup, jusqu'au soir, et bien sûr, on en donne au mulet aussi quand il n'en peut plus. La soupe de l'âne, c'est Maria, la spécialiste de la soupe de l'âne. Et Rita, que je décris ici, c'est la maman de Mélo, le grand philosophe du petit monde, qui font un plaisir de venir ici. Et qui, en fait, qui sont les gardiens et les âmes du petit monde. Et effectivement... Alors, qu'est-ce que c'est le petit monde? Parce que les gens ne savent pas. Alors, le petit monde, c'est le hameau dont on habite, qui regroupe deux autres petits hameaux. Et il s'appelle le Petit Monde. Donc, tout est un peu... Le ruisseau s'appelle le ruisseau Petit Monde. C'est la route du Petit Monde. Et cette route s'arrête et après la route, il n'y a plus rien, si ce n'est 2-3 chalets. Et après, c'est la montagne. Et cette soupe de l'âne, donc qui est effectivement faite pour l'âne lorsqu'il ne veut plus avancer, sert aussi de 4 heures. Et maintenant, ça sert un petit peu d'apéritif quand on fait la fête au Petit Monde, quand l'hôtel arrive et fait la fête, on a à l'apéritif la soupe de l'âne.
tout le monde n'aime pas, mais nous... Nous, on découvre en tout cas. Et vous parlez d'ailleurs dans le livre beaucoup de recettes, hein, il y a beaucoup. Oui, vous mangez beaucoup, hein? On mange beaucoup, Oui. oui. On mange beaucoup, on boit beaucoup, mais on ne grossit pas. Hein. Vous parlez de la polinte. Les Valdotins, ils ne mangent jamais de légumes verts. Ah bon? Non, c'est soit la polinte, la farine de maïs, soit les pommes de terre, soit le lardo, qui porte très bien son nom, c'est que du lard. Et vous ne pouvez pas trouver beaucoup de baies dans Vallée d'Ost. Je crois qu'ils marchent beaucoup, enfin, je suis sûr qu'ils marchent beaucoup, ils travaillent énormément, ils travaillent tout le temps. Et ils sont tellement accrochés à leur vallée que les vacances, c'est pas marrant les vacances, il faut partir de la vallée, et ça c'est pas marrant. Alors, ils partent quand même quelques jours, mais ils reviennent très très vite au petit monde. Il y a d'ailleurs une recette de polinte, mais que vous écrivez... Alors la polinte grasse, oui. La polinte grasse, c'est Maria et... Ah, c'est ça. Avec le beurre rance. Avec le beurre rance. Ça, c'était une... Là aussi, c'était pas facile. J'arrive chez Maria un matin pour prendre mon... Oui, boire le café, le centième café au petit monde. Passé seulement dans la nuit. Alors on est passé en vitesse. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, le petit monde. Il ne se plaît pas, alors allez-y, on met le petit monde d'à côté. Pas ensemble, en gros. Ouais. Ah, d'accord. On cherchait le Alors épi c'est dans le petit monde. On a cherché Alors, le on épi fait dans la la cave. Il y avait un gros seau en émail blanc. Et je disais, madame, mais qu'est-ce que c'est? Non, curieusement, mais comme si j'étais une évidence. Je dis, ça c'est le beurre rance. Ah bon? Oui, mais le beurre rance, pour faire la vraie polinte grasse, on prend pas du beurre, on prend le beurre rance. Et les filles, on faisait fondre du beurre, on le faisait fondre, on le mettait dans un seau, et on le laissait plusieurs mois à la cave, et il devenait rance, mais ça donnait un goût à la polinte. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a voulu absolument faire goûter ça après le café. Et j'ai bien confirmé, c'est bien du beurre, c'est bien rance, et ça a une grande longueur en bouche. Et après, oui, chez Maria aussi, on boit le café Valdotin. Donc, le café Valdotin, c'est le café avec un petit peu de beurre, mais pas du rance. Ah oui. Et effectivement, là on hésite, on se dit non quand même. Et oui, ça fait un peu café au lait, c'est pas mal. Il y a plein de choses d'ailleurs chez Maria dans sa... Alors Maria, c'est ce qu'appelle Nello le charivari. Dans le charivari, on trouve tout, on trouve le pain sec, ils font le pain 2 fois par an. 2 fois par an, oui. vraiment? Mais ça fait beaucoup de pain alors, non? Ils font beaucoup de pain, ils le laissent sécher. Ah ouais. Et après, pour le manger, on le casse et on le gratte dans sa main et le pain tombe. Ah ouais. Donc ils le font. Donc dans le grenier, c'est le charivari. Il y a les cèpes qui sèchent. Il y a le pain dur qui est en train de sécher sur des treilles qui sont faites exprès. Il y a le vin, bien sûr, pour toute l'année. Il y a le jeune épi qui a été fait. Il y a la grappa. Il y a, et aussi ce que Maria, je crois qu'ils appellent là-bas les bon appétit. Ça c'est formidable. Ça fait partie des antipastis. Vous prenez tous les légumes que vous voulez, vous les mettez dans le vinaigre blanc avec plein d'herbes, et vous mettez ça de côté, et à l'apéritif on sort ça, ça peut être des courgettes, ça peut être... Donc le charivari, on aime bien. Ça, on a hâte de rencontrer, de voir charivari. Et puis, qu'est-ce qu'on boit ici? En le disant, je me suis dit, je vais le vexer. Le touriste qui veut se mêler aux braves villageois. Ici, les touristes boivent du muscat de Chambave. Je le trouve tout de suite moins sympathique. Et ça, c'est quoi? Je tends le doigt en direction de la table des maestries. 4 oranges de glace et de bulles s'entrechoquent au-dessus. Ils trinquent au soleil, à la neige, aux amis, ou à la transhumance des riches et des milanaises. Ça, c'est le spritz. J'ai cru qu'il se moquait encore du touriste. Un nom de décapant de cuisine ou de bonbon qui fait pchit dans la bouche. En plus, ça fait pas du tout italien. Martini, americano, d'accord, mais spritz, de spritz. Et c'est bon, faut aimer. Et c'est fait avec quoi? C'est secret. Monsieur est joueur. Alors 4 spritz. Il retourne derrière son bar et moi je retourne dans mes pensées. Envie de partir, mais se fâcher avec le bar mignon le premier jour, alors j'attends la suite. Les grands verres qui teintent, le prosecco qui fait péter son bouchon, les glaçons qui plongent dans le mousseux, le couteau qui claque à chaque tranche d'orange, et le grand sec qui revient. Je suis sur mes gardes.
Il pose des verres sur la table et une petite planche de bois. Lardo, coppa, mochetta. Il retourne chercher une assiette de focaccia et il approche une chaise et s'assied avec nous. D'où vous venez? De Lyon, ou plutôt du Beaujolais. Le Beaujolais, je connais. J'ai un cousin qui va y faire les vendanges. Moulin à vent, Morgon, des petites montagnes, mais de grands vins. Monsieur gagne à être connu. Et qu'est-ce que vous faites ici? Vacances. Et où vous restez? Au Petit Monde. Au Petit Monde? Mais il n'y a que les bouquetins au Petit Monde. Et Maria et Nello l'été? Et là, je sors mon passeport, mon visa pour la Vallée d'Ost. Je suis le cousin de Livio. T'es le cousin de Livio, de l'hôtel Zerbion, le gendre de Maria? Le cousin de Livio de Zerbion. Et pourquoi tu le dis pas quand tu rentres? Il appelle sa serveuse, qu'on lui amène un spritz tout de suite, qu'on tringue à Livio et au cousin. Peut-être que même on est cousins, toi et moi. Et chacun sa tournée. À toi, à nous, à la France, à Sarkozy qui a marié l'italienne, à l'Olympique lyonnais et à la Juventus, aux Alpini, au Mont Blanc. Chacun la moitié à l'indépendance du Val d'Ost, à la Savoie libre, au Cervin, bien plus beau que le Matterhorn. Et on a arrêté de trinquer quand les verres ne tenaient plus sur la table, quand on tenait plus sur nos chaises et quand tous les visages avaient viré à l'orange. Ça aussi c'est véridique. Non, le début est véridique. On est allé au bal, on ne savait pas quoi au bal, on a vu passer ces boules oranges. Ce qui est bien dans le truc, c'est que c'est très beau. Et c'est magnifique, ça arrive dans ces verres, ça fait des boules oranges qui se baladent dans le bar. Et on ne savait pas du tout ce que c'était, on a demandé, on s'est renseigné, maintenant on ne voit plus que ça. Et ce qui est marrant, c'est que mes enfants, deux enfants qui habitent Paris, ont découvert que le spritz était devenu le cocktail à la mode. Alors je pensais qu'on buvait qu'au Petit Monde, et maintenant à Paris on boit le spritz. Dans le grand monde. Voilà. Mais pour en revenir à Livio, qui m'a fait plaisir de venir ici, là aussi, je crois que j'ai même plus besoin de prendre de portefeuille, de carte bancaire, de papier, de permis de conduire. Quand on m'arrête, je dis « je suis le cousin de Livio ». Et là, les portes s'ouvrent, j'ai plus besoin de régler quoi que ce soit. Je n'ai pas encore essayé les carabinieri, mais je pense que même là ça passerait. Donc un grand merci à Livio. Alors on vous a alléché tout ça avec, peut-être pas avec le beurre Vance, mais avec la minestrone et tout ça. Par contre le spritz, vous avez bien fait de venir, parce que là, on l'a amené. Mais par contre, avant, si vous avez des questions à poser, parce qu'en plus, on a des spécialistes du Val d'Ost moi, je qui suis sont là. Donc, on a le plaisir d'avoir Livio, Maria et Nello, du Petit Monde. Donc, n'hésitez juste un petit mot sur Nello. On voit bien en gros dans cette table. On peut un peu choisir autrement. Un petit mot sur Nello. Quand on arrive au Petit Monde, il dit une chose, il dit « alors comment ?» Et cette question m'a toujours déstabilisé. Parce qu'on dit pas ça, nous. Comment ça tu va vas dit, bon. Alors comment? Et je me suis dit, ça c'est une phrase de psychanalyste. C'est vrai. Où est-ce que je vais partir? Est-ce que ça veut dire comment tu vas? Comment ça s'est passé la route? Comment ça va là-bas? Et je me suis dit, c'est génial cette phrase. Et on peut partir sur ce qu'on veut. Et, comme alors, ça, il faut lui répondre. Oui, mais comme ça déstabilise tellement, je dis, alors comment? Et voilà. Mais j'adore cette Le côté un peu de l'autre. Voilà. Moitié, non, moitié, de vous-même. Et Nello, il ne comprend pas pourquoi on repart. Ah, c'est vrai. Nello, il adore nous accueillir, et quand on s'en va, il dit « Mais tu es bien ici ?» Je dis « Je suis nulle part ailleurs, je suis mieux qu'ici. Pourquoi tu repars ?» La vie est simple. Si tu es bien là, pourquoi tu pars? Et le Petit Monde, c'est à combien d'altitude? C'est à 1600 mètres, donc on a beaucoup de neige. Mais par contre, Maria, Nello, passent à peu près 6 mois par an au Petit Monde, et 6 mois par an vraiment dans la vallée d'Ost. Il fait trop mauvais. Parce que l'hiver, il n'y a personne du Petit Monde. Il n'y a personne. Alors maintenant, il y a du monde, parce qu'il y a des touristes. Ouais. Mais sinon, eux ferment la maison pour 6 mois. En fait, c'était pour les vaches. Vous descendiez les vaches. Touristes français, touristes italiens, touristes américains. Et ils remontaient à la belle saison pour faire paître les vaches. Mais l'hiver, il y avait personne. Et vous y allez l'hiver. Ah, maintenant. Et c'est accessible comment? Alors, on est à peu près à 4 km de la commune de Tornion. Une route qui est déneigée tous les jours. Et donc maintenant, il y a beaucoup de chalets qui sont loués. Donc maintenant, il y a vraiment une animation. Donc la route est animation. Du monde. Il y a même le musée. Et là, il y a un magnifique musée sur la route du Petit Monde
Ils ont pris ce qu'ils appellent les rascars, c'est des étapes d'autrefois. Ils ont transformé en musée, c'est magnifique, c'est vraiment très intéressant pour la vie alpine. Et on a remis en place le moulin aussi. Et alors le moulin pour faire le pain dur a été remis en place, il remarque. Pour faire du pain 2 fois par an. Voilà, c'est un moulin bien sûr à eau qui est branché sur le tour. Maintenant, on peut le faire. Vous en faites plus souvent maintenant. Ouais. C'est un moulin à aube qui est branché sur le torrent Petit Monde Ouais. et qui bien sûr avec la force du courant. Ah super. Ils ont retrouvé la meule, et donc on a fait du pain, enfin, ils ont fait de la farine l'été dernier. Ah oui, carrément. Ouais. Et on a fait du pain avec la farine du Petit Monde. Avec le blé du Petit Monde. Non, Non, c'est pas le blé du Petit Monde. Non, Mais Là, la roue on avait tournait. beaucoup de blé, maintenant il n'y en a plus. il n'y en a plus. Mais méfiez-vous, parce que vous allez avoir beaucoup de touristes maintenant. Parce que c'est Bon, mieux que l'Office du tourisme du Val d'Os, ça, il vous Alors, empêche. c'est une route très difficile pour arriver au Petit Monde. Et Comment on va au Petit Monde? Oui, c'est où le Oui. Petit Monde? alors, pour y aller, donc, on passe le tunnel du Mont Blanc, on continue jusqu'à Aoste. À Aoste, on continue et on prend à gauche la vallée du Cervin, Val-Tournanche. Ah oui, d'accord. Et en montant à Val-Tournanche, on arrive, c'est la commune de Tornion. D'accord. Et donc, on a une route qui est très difficilement carrossable, très dangereuse, pour arriver au Petit Monde, qui fait à peu près 4 km entre Tornion et le Petit Monde. Et Pour un 4x4 Non. Non. non, l'hiver, il faut des chaînes quand même, parce que Voilà. c'est très très dangereux. Oui, et on ne peut pas se croiser. Est-ce que c'est Oui, pas on partout, peut pas. on peut- Si vous lisez le livre, vous verrez, Il c'est... ne faut pas croiser le laitier, quoi, c'est ça? Là, non. Et au bout de 2-3 ans, on y était. Moi, j'adore cette route, parce qu'en fait, elle empêche de passer les autres. Et j'ai vu qu'ils faisaient des travaux, et j'ai dit, je suis vite allé voir mon cousin qui était au conseil municipal, j'ai dit, écoute, il faut arrêter ces travaux. Et il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais il faut que cette route reste pas carrossable, qu'elle reste dangereuse, qu'elle reste étroite. Il ne faut pas que les gens connaissent. Et j'ai peur que si des Ah bah ça, là... on soit moins facile, moins Non, il faut tranquille. mettre un parking et après on monte à pied. Oui, voilà. Oui, c'est ce qu'il faut faire. 4 km, c'est pas... Mais comme, après je mets à la fin que dans la montagne j'adore tout sauf le solo, c'est vrai que j'adore partager, donc je m'y ferai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Donc après vous verrez quelques photos de tout ce qu'on a décrit. En fait, avant ce livre de texte, j'avais fait un livre de photos avec le soutien de l'Office du tourisme de Tornion. Et c'est vraiment les mêmes aventures. Oui, je trouve que c'est les mêmes aventures en photo, et ça ne me suffisait pas, et là maintenant ça me suffit. Donc, je me suis rendu compte que c'était les mêmes aventures. Toute la balade en raquette, elle est décrite sur une vingtaine de photos, c'était une journée exceptionnelle. Et là, c'est la même balade, mais avec plus de détails que je ne pouvais pas trouver sur une photo. En tout cas, c'est un joli petit livre apaisant qui donne envie de partir, qui donne envie évidemment d'aller au Petit Monde. Je suis désolée, mais vous allez avoir du monde. Hein, ça. Alors moi j'ai une question bête probablement, sur la langue du Val d'Aoste. Alors, Ça va, mon épouse Anne s'est dit, si on restaure quelque chose là-bas, je vais apprendre l'italien. Et elle a appris l'italien pendant 2 mois, parce qu'arriver là-bas, c'est pas possible de parler italien. Ils sont tous francophones, du nourrisson dans sa crèche qui apprend des chansons en français, jusqu'à nos cousins qui commencent à être âgés et qui parlent un français courant. Donc, c'est du français français ou du français du valdôtain? français. Maria nous dit de temps en temps, sur un quart d'heure, comment vous dites en français? Mais il y a 2-3 mots qui lui manquent de temps en temps, mais c'est vraiment... C'est le français De courant. temps en temps, on mélange Et le d'ailleurs, français avec l'argot. la vallée d'Ost, enfin à Ost, la langue il y a 2 langues officielles. Tous les documents officiels, le bulletin officiel est publié en 2 langues, français et italien. Et là, en plus, pour compliquer les choses, ils parlent entre eux le patois. Et je pense qu'ils parlent le patois quand ils ne veulent pas qu'on comprenne. Parce qu'on arrive un peu à comprendre l'italien, mais le patois, non. Et je pense qu'il y a certaines choses qui nous cachent. Le même patois de la Savoie, le même patois de la Suisse. Oui, mais pour nous, on comprend beaucoup mieux l'italien que le patois. Et c'est pour ça qu'il y a certains mots qui sont écrits comme Poland, c'est écrit A-I-N-T dans le livre. J'ai dit à Stéphanie, il y a une coquille là, fais gaffe. Elle me dit non, non, il a voulu absolument qu'on Oui, écrive c'est- comme ça. Parce que ça vient du patois, ça? C'est pour ça? Problème. Ça semble bien en français, le patois. Je trouve que parfois il y a plus de mal avec le patois Et qu'avec il ressemble un petit peu à l'arabe aussi, parce que nous, en Vallée d'Ost, il est passé, avant en France, après en Vallée d'Ost, il est passé Hannibal. Ah ouais, c'est ça.